Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors, nous sommes plus qu'à 3 semaines des élections régionales, 3 dimanches. Que faut-il en attendre de ces élections? Qu'en attendez-vous en Ile-de-France, puisque vous êtes tête de liste de la majorité présidentielle? Et puis, les régionales, ce sont des élections essentiellement locales ou un test national, un référendum pour ou contre Emmanuel Macron? Puis au-delà, quid du Front républicain pour battre le Rassemblement national, un Front républicain défendu dimanche dernier ici même par Anne Hidalgo. Mais pour commencer, Laurent Saint-Martin, ce qui a fait l'actualité de la fin de semaine avec cette nouvelle attaque au couteau contre une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre, une commune près de Nantes. Le problème est-il un problème d'autorité, un problème de police, de justice, d'exécution des peines ou, comme le disent l'extrême droite et une partie de la droite, un problème d'immigration? Le problème, il est multiple. Il y a plusieurs facteurs, mais la priorité, et ce à quoi nous travaillons au sein de la majorité présidentielle depuis maintenant 4 ans, c'est d'abord sécuriser ceux qui nous protègent, c'est-à-dire renforcer les moyens des forces de l'ordre. Tant qu'on ne protégera Et pas on vous dit, mieux... vous avez vu ce qu'on vous a dit, c'est un échec. Mais vous plaisantez, le gouvernement de M. Fillon, d'ailleurs je note que Mme Pécresse était ministre du Budget à cette époque-là, a diminué de 12 000 fonctionnaires de policiers et de gendarmes pendant ce quinquennat-là. Nous l'avons rétabli. Nous avons, et nous sommes les seuls, à avoir permis l'embauche de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie. Nous remettons en l'état tout ce qui a été dépecé pendant ces années d'austérité, notamment pour la sécurité de nos concitoyens. Mais ça ne suffit pas, Frédéric Aziza. Il faut aussi protéger ceux qui nous protègent. Et donc, on a voté une loi avec Jean-Michel Fauvergue et Alicia Toureau, qui est la loi sur la sécurité globale, où on donne plus de moyens, notamment aux polices municipales également, parce qu'on pense beaucoup au rôle de l'État. N'oublions pas aussi le rôle des collectivités. Aujourd'hui, les municipalités. Demain, je le souhaite, avec la police régionale, également l'échelon de la région. Que vous proposez pour la région Île-de-France. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous disent, à l'extrême droite, Rassemblement national, et aussi chez une partie de la droite, que c'est un problème d'immigration? Oui, j'ai entendu un certain nombre de représentants LR, dont Valérie Pécresse, dire qu'il y avait un trait d'union entre l'immigration et le terrorisme. Et vous répondez quoi? Je pense que c'est extrêmement dangereux de partir sur cette voie-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de diviser le pays. On ne doit pas nier qu'une partie du terrorisme islamiste est issue de l'immigration, c'est une réalité factuelle, et donc il faut lutter aux origines contre ce mal, mais c'est aussi un problème endémique, c'est-à-dire que c'est un problème dans notre pays, le terrorisme islamiste. Et évidemment que tous les terroristes ne sont pas issus de l'immigration. Et faire ce lien direct, faire ce lien trop facile entre l'immigration et le terrorisme, c'est d'abord mal combattre ce mal, et c'est évidemment créer encore plus de divisions, surfer sur les haines. Et je voudrais juste qu'on retienne une conséquence de cela. Madame Pécresse fait le lien entre Alors on précise les choses. Pourquoi vous parlez beaucoup de Madame Pécresse? Parce pourquoi vous parlez beaucoup de... de Valérie Pécresse? C'est parce qu'elle est candidate contre vous au régional, ou vous êtes candidate contre elle au régional? Bien sûr, mais je note surtout que faire le lien a fait monter dans les sondages M. Bardella. Et qu'à Bardella, le candidat du Rassemblement national, utiliser les thèses du Rassemblement national, eh bien, les Français préféreront toujours ceux qui surfent sur les haines depuis malheureusement des décennies et à la fin feront le jeu du Rassemblement national. Moi, je m'y refuse. Le Rassemblement national est mon adversaire numéro 1 en politique depuis mon engagement. Il reste mon adversaire numéro 1 en politique. Et donc, je préférerais toujours me battre avec les armes républicaines, mieux protéger ceux qui nous protègent, renforcer les forces de l'ordre, plutôt que de faire des traits d'union qui sont extrêmement dangereux et surtout inefficaces dans la lutte contre le terrorisme. Donc vous proposez, vous venez de le rappeler, une police régionale en Ile-de-France. Valérie Pécresse, elle vous répond que ça existe déjà, elle l'a dit ici sur Radio J il y a quelques semaines, et surtout, elle vous accuse, elle accuse le gouvernement d'avoir supprimé des postes de fonctionnaires de police dans les transports en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est vrai ou c'est faux? Tout cela est faux. D'abord, elle n'existe pas, la police régionale des transports, sinon je ne la proposerai pas. Aujourd'hui, vous avez une autorité qui gère les transports qui s'appelle Île-de-France Mobilité, vous le savez. Moi, je veux demain qu'Île-de-France Mobilité ait son propre service interne de sécurité qui puisse coordonner l'ensemble des forces existantes. Il y a effectivement les services de la préfecture de police, il y a aussi les services de la SNCF, il y a les services de la RATP. Aujourd'hui, vous avez une myriade d'acteurs qui ne sont pas assez coordonnés. Il faut de l'efficacité dans l'action publique. Moi, quand je suis allé à la gare de Melun à 15h15, il y avait près de 5 forces différentes de sécurité en milieu d'après-midi, alors qu'il n'y avait quasiment personne aux abords de la gare. J'y suis retourné à 19h, heure de pointe, il n'y avait plus qu'un service de sécurité devant la gare. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas coordonné. C'est à la région d'assumer cette responsabilité. Donc on peut dire
que la police régionale des transports existe. Ça n'en fait pas pour autant une vérité. Aujourd'hui, c'est à IDFM de mener cette responsabilité entièrement. Alors, au passage, par rapport à ce qui s'est passé à Nantes, à côté de Nantes, cette agression d'une policière municipale au couteau, il y a eu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, donc à propos de cette agression. Comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu être abandonné sans accompagnement médical? Donc, il parlait de l'acteur de ces faits, du terroriste, ou enfin de l'agresseur de cette policière municipale. 31 000 lits de psychiatrie en moins de 30 ans, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je n'ai pas vu la communication de Jean-Luc Mélenchon compatissant envers la victime, ses collègues et sa famille. Peut-être l'avez-vous vue? Elle m'a échappé. Peut-être, oui, sans doute. Non, je ne crois pas, justement. Et je pense qu'il est absolument indécent de faire de la récupération politicienne sur une politique publique de santé alors qu'une de nos forces de l'ordre est agressée. La moindre des choses, quand on est responsable public, et je mets le terme responsable entre guillemets en l'espèce. Pourquoi il est irresponsable, Jean-Luc Mélenchon? Une de nos fonctionnaires de police est agressée. Quand nos forces de l'ordre sont attaquées, la moindre des choses est d'abord d'être en solidarité envers elles. Toujours. Toujours. Et que la seule réponse de Jean-Luc Mélenchon, comme l'ensemble, malheureusement, de la France insoumise et de plus en plus des autres formations de gauche, n'est plus de soutenir la police, mais plutôt de faire de la récupération, là en l'espèce, de parler de politique publique de santé et de lits en hôpital. Parce qu'on a dit que l'agresseur était... C'est vraiment ne plus faire, mais aucune considération pour ceux qui nous protègent. Je trouve ça indécent. Alors, en Ile-de-France, comme ailleurs, il y a le problème de la drogue et des trafics. Alors, comment on résout ce problème? Est-ce qu'on résout ça par la force, par la police, la gendarmerie, éventuellement par l'armée ou par la légalisation du cannabis? Personnellement, je suis contre la légalisation du cannabis. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Il faut évidemment que les forces régaliennes soient renforcées. Je reviens à ce que je disais au début, et c'est ce que nous faisons. L'action de Gérald Darmanin en ce sens est exemplaire et va dans le bon sens et harcèle les points de deal. C'est la politique du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine puisque nous venons de loin. Nous devons récupérer beaucoup de sous-investissements en la matière. Et puis, il faut aussi évidemment innover, accompagner les personnes qui sont totalement addictes de ces drogues qui sont absolument infernales, non seulement pour les consommateurs qui les rendent complètement ce qui se passe par exemple zombies, dans le 19e arrondissement avec ces troubles à l'ordre public, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut libérer le quartier de la drogue. C'est insupportable pour ceux qui ont acheté des appartements, qui vivent sur place, aujourd'hui, d'avoir un quotidien empoisonné. Mais alors là, vous faites une déclaration, vous dites qu'il faut libérer le quartier de la drogue. Ça fait des mois, voire des années que ça dure, et c'est toujours pareil. Je note qu'il y a des propositions. Le député du 19e arrondissement, Mounir Majoubi, a fait des propositions offensives en ce sens-là, pour sortir effectivement les personnes de ce quartier, je parle des personnes qui sont évidemment consommatrices, et d'en faire un centre pour qu'il puisse évidemment y avoir beaucoup plus d'accompagnement et de lutte contre ces addictions. On ne sortira pas ces gens-là de la drogue uniquement en les déplaçant. Il faut évidemment les accompagner dans une sortie progressive de l'addiction, mais il faut aussi que la police, il faut aussi que les forces de l'ordre jouent leur rôle, et elles le font, dans la protection de l'environnement, et à commencer par les habitants. Alors on en vient à la crise sanitaire, Laurent Saint-Martin. Les signaux positifs s'accumulent, que ce soit ceux relatifs aux hospitalisations, au nombre de malades en réanimation, aux nouveaux cas ou encore au taux d'incidence. Est-ce que pour vous, la sortie de crise est en vue? Est-ce qu'il faut considérer que l'épidémie est désormais sous contrôle? Il faut toujours rester vigilant. Vous ne m'entendrez jamais parler de triomphalisme anticipé, mais... Alors je vous pose la question autrement. Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison? Oui. Je réponds d'abord à votre question précédente. Oui, le retour des jours heureux est là. Oui, nous voyons bien que tous nos concitoyens qui retournent en terrasse, qui peuvent retourner dans des lieux culturels. J'ai eu la chance hier soir d'aller au concert test d'Indochine. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. On retrouve la vie d'avant. Les gens ont la banane et on peut enfin respirer et se retrouver entre nous. On le fait grâce à deux grandes choses. On le fait grâce à la résilience des Français qui ont été d'un courage et d'une abnégation formidable pendant cette année. Et on le fait grâce à une politique publique, celle du président de la République. Attendez, vous parlez du concert d'Indochine. Qui a permis de tenir et de libérer le pays aujourd'hui. On va parler du président de la République. Vous avez parlé du concert d'Indochine.
qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être au milieu de 5000 personnes qui dansaient, qui étaient les uns contre les autres et qui écoutaient Indochine? J'ai trouvé ça génial. J'ai Ouais. trouvé ça génial. On avait Parce que l'impression que ça ça fait faisait longtemps que ça n'a pas existé, hein? l'impression que ça faisait 15 ans. Ça faisait Mmh. 15 ans qu'on n'avait pas retrouvé ces sensations. Mmh. Euh, le seul fait de se retrouver dans une foule, avec évidemment toutes les précautions, puisque je rappelle que c'était un concert test piloté par Mmh. l'ARS, l'Agence régionale de santé, et que c'était aussi une expérimentation pour voir si d'autres concerts de ce type-là peuvent être menés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je crois que ça a été un formidable succès. J'étais avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et nous avons Et je vu... crois qu'il y avait aussi euh, Valérie Pécresse, hein? il y avait probablement aussi Madame Pécresse. Et nous avons vu tous ces gens heureux, contents de retrouver à la fois l'esprit de fête, puis surtout se retrouver, encore une fois se retrouver. C'est ça que j'appelle le retour des jours heureux. Et On y est, il faut maintenant le savourer pour les prochaines semaines, pendant que la campagne de vaccination accélère. Nous aurons les 30 millions de primo-vaccinations à la mi-juin. là, vous en êtes certain, hein? Je n'en suis pas certain Là, par on est à peu près à définition, 25 millions. Ouais. mais je crois que nous en prenons la bonne trajectoire. Et puis, tout cela démontre bien que oui, l'exécutif et la majorité présidentielle a eu raison depuis le début de cette crise par ses différents choix, parfois de confiner, aussi de ne pas confiner. Souvenez-vous, que n'a-t-on pas dit au début de l'année? En janvier, Emmanuel Macron devrait confiner. Il a fait le choix plutôt de garder la liberté, notamment pour nos enfants, d'étudier. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays qui pouvons non seulement reprendre goût à la vie, et puis nous avons maintenant un des taux les plus importants de volonté de se faire vacciner. J'ai vu dans les centres de vaccination une ambiance aussi extrêmement optimiste en l'avenir. Bref, le retour des jours heureux, c'est maintenant, c'est devant nous. Et donc, vous dites c'est grâce à Emmanuel Macron? Bien sûr que la politique extrêmement courageuse, parfois à contre-courant d'avis scientifique du président de la République, a été déterminante, déterminante. Et j'ai entendu pendant un an des oppositions ne faire que des reproches, par simple posture politicienne, sans jamais rien proposer. Eh bien, à la fin, les Français seront seuls juges. C'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron, le gouvernement, la majorité présidentielle, qui a fait des choix pas toujours parfaits, mais toujours dans l'intérêt du pays, toujours dans l'intérêt de la santé, et surtout, on y reviendra, dans l'intérêt aussi de préserver notre économie, nos emplois et le pouvoir d'achat des Français. Alors justement, on y revient. Vous êtes d'ailleurs, il faut le préciser, il faut le rappeler, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Alors, des questions économiques. Est-ce qu'il faut des dérogations permettant l'ouverture des commerces le dimanche, notamment pour compenser les fermetures de début d'année? Est-ce que le report d'une semaine des soldes est suffisant? Et voilà, ce sont ces deux questions. Vous savez, moi, je suis pour, de manière générale, plus de flexibilité dans l'ouverture des commerces le dimanche. Donc, la réponse est 3 fois oui, en temps de rebond et en temps de reprise. Moi, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Oui, par rapport au dimanche. Oui, par rapport au dimanche. Il faut probablement faire plus aussi sur les périodes de soldes. Je rappelle, sur le sujet notamment des commerces d'habillement, que nous avons présenté un certain nombre d'aides exceptionnelles liées au stock, notamment, qui sont les grandes problématiques, vous savez, par rapport aux collections que vous n'avez pas pu vendre quand vous avez été les collections fermé. d'hiver ne pourront pas se vendre en été. Absolument. De manière générale, la majorité présidentielle a été aux côtés de ces commerçants-là. Mais Anne Hidalgo, elle dit il n'est pas question d'ouvrir le dimanche. Hein. Mais je suis en désaccord avec cette posture idéologique qui fait que quand demain les commerçants n'aspirent qu'à une chose, c'est travailler, faire du chiffre d'affaires, pouvoir payer leurs salariés et surtout être toujours là demain. Et ça dépend des syndicats aussi. Je crois que la moindre des choses, c'est quand même de leur donner l'opportunité de travailler les dimanches. Ça dépend aussi des syndicats et de la volonté ou pas des salariés de travailler le dimanche. Bien sûr, il faut qu'il y ait du dialogue social comme toujours dans notre pays. Mais enfin, on est à un lendemain de crise exceptionnel. On n'a pas connu une crise comme ça depuis 1929. Alors on peut garder les solutions de nos dernières décennies. Ou alors on se dit qu'après la crise, le monde n'est plus le même. Et que ceux qui veulent travailler doivent pouvoir le faire pour pouvoir récupérer le chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu avoir ces derniers mois. Alors est-ce que vous êtes favorable aussi à ce que le masque ne soit plus obligatoire dans l'espace public? Oui, mais vu le contexte. Oui, mais si et seulement si les conditions sanitaires le permettent. Je souhaite qu'à l'été, et je fais totalement confiance au ministre de la Santé, Olivier Véran, là-dessus, il puisse y avoir petit à petit des possibilités de ne plus porter le masque. Évidemment, moi le premier, vous aussi, Frédéric Aziza, on en a ras-le-bol, surtout quand il fait chaud, de porter ce masque en extérieur. Comprenons encore que pour quelques semaines, peut-être quelques mois, c'est un mal nécessaire pour définitivement vaincre cette pandémie. Et puis derrière, ce sera évidemment de mauvais souvenirs uniquement derrière nous. Autre question de santé. Le pass sanitaire, enfin le pass de santé lié à la crise, à quoi il va servir? Quel objectif?
L'objectif, c'est Est-ce de qu'il pouvoir... sert uniquement à l'étranger ou aussi en France et comment? Moi, là-dessus, depuis le début, sur le pass sanitaire, je suis extrêmement ouvert. Mmh. Ce que je veux, c'est que les Français puissent le plus rapidement possible retrouver leur vie normale. Mmh. Si des outils comme le pass sanitaire permettent à certains Français qui le souhaitent de pouvoir avoir accès à des biens culturels, du loisir, du voyage, bref, le retour à la vie d'avant, alors moi je suis pour. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui considèrent que le pass sanitaire serait le début d'une dictature. Je trouve Ouais. ça honteux. Honteux. Ce qui est fait là-dessus, c'est permettre aux Français, à l'inverse, de retrouver leur liberté. Alors J'insiste justement, sur le terme de liberté. justement, Donc soyons tous constructifs là-dessus et considérons que ce sont des bonnes solutions. je voulais en venir justement à ces critiques concernant le pass sanitaire. Un pass sanitaire à l'origine d'une campagne de complotistes, on peut le dire, de tout genre, avec un rassemblement qui s'est déroulé le 22 mai, donc samedi, il y a 8 jours, place du Trocadéro à Paris, à l'appel d'un collectif Amis Entends-tu. Hmm. Parmi les participants, l'humoriste ou le pseudo-humoriste Jean-Marie Bigard, qui a souhaité publiquement, il l'a dit, qu'Agnès Buzyn crève, et qui a fait un parallèle entre le pass sanitaire et l'étoile jaune. Mm. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de dégoût, beaucoup de nausées, à plusieurs égards, au-delà du fait que ce collectif reprend le nom du chant des partisans Mhm. qu'ils ne savent en aucun cas incarner. C'est pas un hasard d'ailleurs, s'il C'est reprend pas un ça. hasard, évidemment. C'est le parole du chant des partisans. Tous ces propos sont nauséabonds. Ils doivent être condamnés fermement. Jean-Marie Bigard a perdu totalement ses nerfs, mais je crois que ce n'est pas totalement la première fois non plus. Je pense que nous aurions intérêt à ne plus lui donner beaucoup d'écho, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire ne plus l'inviter, qu'il soit plus invité écoutez, dans les médias? Quand on tient des discours complotistes, Mhm. profondément dangereux pour la Mhm. santé de ses concitoyens, et que, de surcroît, on fait des appels au meurtre Oui, contre sur Agnès des Buzyn. ministres Ouais. ou des anciens ministres qui ont donné tout leur dernier mois à la santé de leurs concitoyens et à la protection des Français, c'est non seulement nauséabond et abject, mais je veux que ce soit fermement condamné. Mais ça veut dire quoi? Donc, vous dites, vous lancez un appel aux patrons de médias, radio, télé, pour leur dire, Bigard, ne l'invitez plus? Je laisse la presse libre de ses choix. Je Mhm. dis juste que des propos dangereux, d'appel à la violence, d'appel au meurtre sur un tas de complotisme et d'idées qui sont profondément fausses est dangereux pour notre démocratie, est dangereux pour notre vivre ensemble. Et je pense que nous n'aurions pas intérêt collectivement à leur donner plus d'écho qu'ils ne méritent. Et j'appelle nos auditeurs, s'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, à revoir en replay l'émission Quotidien qui a fait un reportage tout à Et fait... qui s'est fait agresser de façon totalement scandaleuse, et Ouais. je leur apporte tout mon soutien. Donc, qui a donc relayé ces propos de Bigard et des autres, et donc qui vaut le détour. Et alors, un rassemblement relayant douteux, en présence d'ailleurs du vice-président UDI de l'Assemblée, du Sénat, pardon, pas de l'Assemblée, Vincent Delay, qui a félicité le collectif Amis Entends-tu en leur disant qu'il réveillait les consciences. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je suis profondément inquiet Mhm. que des élus, de surcroît vice-présidents du Sénat, Mhm. puissent se retrouver dans de telles manifestations complotistes. Parce que si je crois cet homme sincère quand il dit qu'il ne se retrouve pas dans les propos de Jean-Marie Il a quand Bigard... même dit, je me D'accord. félicite de... Mais enfin, c'est trop facile, pardon. Je vous monsieur. félicite d'avoir réveillé les Pardon, consciences. Frédéric Aziza, mais Ouais. c'est trop facile. Bien sûr qu'il n'appelle pas lui-même au meurtre d'Agnès Buzyn. Encore heureux. Mhm. Mais enfin, il était quand même présent à une manifestation qu'il a complotiste. encore- Et il le savait. Est-ce qu'il a encore sa place comme vice-président du Sénat? Écoutez, il est élu. Il Mhm. a un mandat non impératif. Mais je veux que l'on sache que des élus UDI, dans notre région, dans notre pays, à des postes éminemment importants, valident et soutiennent des théories complotistes. Il faut que les Français le sachent. Alors, quand vous faites le bilan, donc retour à votre casquette de rapporteur général du budget de l'Assemblée, quand vous faites le bilan de cette année de crise, diriez-vous que la stratégie du gouvernement d'Emmanuel Macron a vraiment été payante? Parce qu'il y a des chiffres, hein. Le PIB a reculé de 0,1% au premier trimestre en France, malgré une estimation initiale de croissance de 0,4%. Donc, est-ce que le gouvernement a vraiment choisi la bonne stratégie? Nous avons un des taux de croissance en Europe parmi les plus importants devant nous. Mhm. C'est la Commission européenne qui le dit. Nous Mhm. sommes le deuxième pays sur 27 à avoir le meilleur taux de croissance dans les prochaines semaines. Et il va être extrêmement intéressant de voir comment ce rebond dès l'été va se produire. Je rappelle que l'année dernière, quand nous avions fait ce premier déconfinement, probablement trop rapide, mais nous avions fait ce premier déconfinement, nous avons eu un taux de croissance au troisième trimestre de 18%. La France, c'est un pays formidable pour ça. On sait
résister pendant les périodes de confinement, on sait faire le dos rond, et puis quand il faut se libérer, quand il faut repartir, on le fait plus fort que les autres. Et moi, je crois que grâce au plan de relance, 100 milliards d'euros, dont notamment 20 milliards d'euros pour la compétitivité de nos entreprises, on a baissé la fiscalité, les impôts de production, on a donné tous les moyens pour réinvestir et redémarrer, eh bien, je crois que la France a des armes plus puissantes qu'avant la crise pour être un pays plus compétitif, plus innovant, plus écologique, et que la France soit plus prospère demain. Vous verrez avec quel taux de croissance? Vous verrez que j'aurai raison. Moi, je crois que nous aurons au moins un taux de croissance sur l'année 2021 de 5%. Ça fera partie des taux de croissance les plus importants d'Europe. Mais ça peut aller au-delà de 5% ou pas? Je pense que nous surprenons régulièrement par notre capacité de rebond, comme on dit dans notre pays. Parce que vous savez, le rebond, c'est de la confiance. Le rebond, c'est de la consommation des ménages. Le rebond, c'est de l'investissement des entreprises. Et la France est un pays où il fait bon consommer, où il fait bon vivre, où il fait bon aller en destination touristique. Peut-être nous pourrons en reparler. Eh bien, moi, je crois que la France, c'est le pays de l'après-crise, dans lequel il fera bon investir, dans lequel il fera bon consommer, et où la croissance sera l'un des taux les plus importants d'Europe. Mais des taux les plus importants d'Europe, c'est-à-dire au-delà de 5% ou... Moi, je crois que 5% sera un strict minimum pour cette année. Et ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à combien? Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5,5%. Bercy avait prévu 5,8% au départ. Oui, mais nous n'avions pas, évidemment, la connaissance, vous vous souvenez, du nouveau confinement. Au tout début de l'année, de la prolongation avec le variant anglais de la crise. Alors, autre question, vous parlez du tourisme. Le tourisme est toujours au point mort, notamment le tourisme et surtout international. Il y a des chances que ça redémarre avant l'été et pour l'été? Alors, ça redémarrera lentement, le tourisme international, et évidemment, même s'il va y avoir de l'appétence à revoyager, cela va se faire avec une transition. Moi, j'appelle pour ne pas faire subir à nos industries touristiques, et notamment ici en Île-de-France, un vrai patriotisme local touristique. Je veux, par exemple, en Île-de-France, comme candidat aux élections, créer un label Destination Île-de-France, par et pour les Franciliens. Vous savez, systématiquement, Frédéric Aziza... Vous invitez les Franciliens à passer leurs vacances en Île-de-France? Mais il y a plein d'endroits. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont vous écouter? Je le crois, parce que je veux qu'ils découvrent tous les formidables. Parce qu'ils ont peut-être envie de la mer, peut-être de la montagne. Je ne sais pas faire la mer en Île-de-France. Voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, je sais faire des très beaux endroits bucoliques qui existent déjà, en faire la promotion. Vous allez passer vos vacances en Île-de-France? Probablement pour une grande partie, oui, effectivement. Et puis j'irai voir un peu ma famille, comme beaucoup d'entre eux. Mais je souhaite effectivement que nous puissions mieux redécouvrir nos départements, notamment les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne. Il y a un patrimoine culturel formidable. Il y a des régions rurales dans notre région qui méritent beaucoup plus d'être connues, notamment par les Parisiens. Et j'invite les Parisiens à traverser le périphérique pour aller voir les très beaux coins de notre région qui méritent le détour. Ça, ils le font le week-end. Je ne suis pas sûr qu'ils pourraient le faire Mais je pense qu'on doit aussi le faire pendant l'été. Alors, on en revient à votre casquette de député du Val-de-Marne et tête de liste au régional. Mais enfin, vous avez déjà indiqué des propositions en tant que tête de liste au régional en Île-de-France. Est-ce que vous êtes favorable au projet d'Anne Hidalgo de piétonisation du centre de Paris? Puis elle a un autre projet de réserver une voie du périphérique parisien à certains véhicules après les JO de 2024. Est-ce que vous êtes favorable à ces deux projets d'Anne Hidalgo? Moi, je dis la politique anti-voiture, et j'insiste sur ce terme, ça suffit. Anti-voiture d'Anne Hidalgo? Bien sûr. Je dis qu'il y ait une transition écologique avec moins de voitures polluantes et probablement moins de circulation automobile dans le centre-ville, oui, bien sûr. Cela doit se faire avec une transition et pas de façon brutale comme cela est fait. Vous savez, personne ne pense aux artisans, aux commerçants qui doivent venir livrer dans le centre-ville. C'est devenu un enfer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est devenu un Parce enfer. que Anne Hidalgo dit, c'est moi qui suis responsable de ça, c'est la mairie de Paris. Et quand Valérie Pécresse lui dit qu'il faut un référendum régional pour ces deux points, elle dit il n'en est pas question. D'abord, la guerre d'ego entre la présidente de la région et la maire de Paris, ça suffit. À un moment, il faut quand même savoir travailler ensemble. Moi, demain, président de région, je ne vais pas me lever le lundi en étant opposé à la maire de Paris, le mardi en étant opposé au chef de l'État, le mercredi en étant opposé au président de la métropole, le mercredi, etc., etc. À un moment, il faut savoir travailler ensemble. Et vous savez ce qui fait la force de la majorité présidentielle depuis 4 ans? C'est qu'on travaille avec tout le monde. Nous n'avons pas, hormis les extrêmes, hormis le Rassemblement national en particulier,
d'ennemis avec qui nous ne savons pas travailler. Je ne fais pas, moi, de mon ambition à la région une étape pour une prochaine ambition. Et donc, Madame Hidalgo n'est pas mon adversaire et Emmanuel Macron n'est pas mon opposant. Je veux travailler C'est sûr, avec tout le monde. vous êtes en Moi, marche je avec suis le Emmanuel Macron. candidat d'Emmanuel Macron et j'en Ouais. suis extrêmement fier, mais je travaillerai aussi demain avec Anne Hidalgo Alors, on parlera... de concert, de façon constructive, pas de façon en opposition systématique. Et le sujet du périphérique, du coup, doit évidemment être travaillé de façon collégiale. On reparlera tout à l'heure, dans quelques instants, quelques minutes, des sondages concernant les régionales, mais d'abord des questions de fond. Anne Pulvar, elle propose la gratuité des transports en Ile-de-France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une double faute. D'abord, Île-de-France Mobilité a besoin de ces recettes pour rénover son matériel roulant, pour pouvoir moderniser, automatiser un certain nombre de lignes qui, d'ailleurs, je le dis au passage, n'ont pas été faites malgré les promesses de 2015 par Valérie Pécresse. Nous devons construire également de nouveaux segments, de nouvelles mobilités dans la Grande Couronne notamment. Et moi, je dis que la gratuité des transports, c'est très bien pour les Parisiens probablement, mais c'est complètement abandonner la Grande Couronne qui a besoin d'investissement. La gratuité des transports, c'est privé, que vous ayez quand même un montant en tête. Île-de-France Mobilité de près de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire l'étiqueté et le pass Navigo, de 3 milliards d'euros par an. Ça empêche Île-de-France Mobilité de financer son fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque part ça. Et d'investir. Donc, évidemment, c'est jamais gratuit, c'est quelqu'un qui paye pour vous. Ça, mon grand-père me le disait. C'est un vieil adage connu. Donc, ça veut dire taxer, augmenter la fiscalité par ailleurs. Moi, je m'y refuse. Président de région, il n'y aura aucune augmentation de fiscalité. Dernier point, parce que c'est important. La gratuité des transports veut finalement mettre les automobilistes dans les rames de transport en commun pour des raisons de transition écologique. Sur le papier, pourquoi pas? Sauf que c'est faux. On voit bien que toutes les études qui ont été diligentées font que seulement 2% des automobilistes prendraient les transports en commun si ceci était gratuit. Donc, d'un point de vue écologique, c'est raté comme idée. D'un point de vue financier, c'est irresponsable et c'est sacrifier les investissements pour la Grande Couronne. Je m'y refuse. Alors, on reste sur Audrey Pulvar avec une nouvelle polémique qui perturbe sa campagne. C'est le fait que Aïssata Seck, c'est la tête de liste en Seine-Saint-Denis, soit accusée de communautarisme au sein même du PS. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire que nous continuons, hélas, la lente dérive d'une partie du Parti socialiste qu'Audrey Pulvar incarne, qui se rapproche davantage de la France insoumise que de la majorité présidentielle sur les sujets de laïcité. Voilà, c'est un pas de plus. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça ? Mais je vois bien les propos de Madame Seck sur le principe d'une laïcité liberticide. Moi, ce sont des propos qui me choquent quand je pense au lien qu'il y a pu y avoir dans la marche avec le CCIF du mois de novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il y a toute une série de signaux qui démontrent bien que là-dessus, les lignes jaunes républicaines, une à une, sont franchies par aujourd'hui tous les candidats de la gauche aux élections régionales. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Les lignes jaunes républicaines en franchie. Bayou, Madame Pulvar. Qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est-à-dire que je veux que nous ayons des valeurs de laïcité qui soient d'une clarté absolue, républicaine, qu'il n'y ait aucune compromission avec des associations qui n'auraient pas ces valeurs-là. C'est le cas par exemple du CCIF, je le répète, et toute tête de liste, tout colistier qui serait ambigu à ce sujet-là, eh bien, je crois, démontrerait une fois de plus que ces candidats-là, ces listes-là, ne sont plus issus de la gauche républicaine. Et j'invite tous les sociodémocrates, tous ceux qui viennent du PS comme moi, avec des valeurs républicaines chevillées au corps, à rejoindre la liste Envie d'Île-de-France et à voter pour moi au mois de juin, parce que aujourd'hui, la gauche républicaine, celle qui défend les valeurs de laïcité, c'est nous, c'est la liste Envie d'Île-de-France, et malheureusement, ce n'est plus la liste conduite et soutenue par le PS. Ça veut dire que pour vous, la gauche a un problème aujourd'hui avec la laïcité et les valeurs républicaines, en tout cas la gauche, à travers ces têtes de liste qui se présentent en Île-de-France. En Île-de-France, c'est manifestement le cas, et je le regrette. Donc, il y a un problème avec les valeurs républicaines et la laïcité? Je remarque qu'il y a 3 lignes jaunes franchies vis-à-vis des valeurs de la République. Il n'y a pas seulement le cas que vous citez en Seine-Saint-Denis, il y a aussi les propos envers la police de Madame Pulvar qui sont honteux, scandaleux, il faut toujours le répéter. Il y a les propos de Madame Pulvar aussi sur le principe des hommes blancs qui ne pourraient pas prendre la parole dans des réunions non mixtes. Je trouve ça profondément honteux, scandaleux et anti-républicain et anti-universaliste. Quand M. Bayou fait une campagne en stigmatisant ses adversaires théoriques, selon lui, quand on a plus de 60 ans, on
est anti-écolo, on est un boomer. Selon lui, quand on est M. Zemmour ou M. Finkielkraut, on est forcément à bannir du champ républicain. Enfin, je ne les soutiens pas, moi, ces personnes-là, elles ne partagent pas mon avis, mais elles ont le droit de parler, elles ont le droit de citer. Et donc, Clémentine Autain, vous n'en parlez pas? la France insoumise a quitté depuis longtemps le champ des valeurs républicaines concernant les sujets de Donc laïcité. le seul républicain, c'est vous, en Ile-de-France? Le seul candidat capable de rassembler les voix de la gauche universaliste républicaine et les voix de la droite libérale humaniste progressiste, c'est moi. Alors au passage, Audrey Pulvar, elle va être reçue dans les prochains jours par Gérald Darmanin, sans doute la semaine prochaine, donc va être reçue place Beauvau. Est-ce que la polémique autour de la plainte du ministre de l'Intérieur, qui a ensuite été a priori retirée contre la candidate de PSE régionale, n'a pas relancé sa campagne à Audrey Pulvar? Non, écoutez, les propos sont à dénoncer et sont profondément scandaleux. Audrey Pulvar ne soutient pas nos forces de l'ordre. Audrey Pulvar ne soutient pas nos forces de l'ordre, c'est pas vrai. Non, mais ça méritait pas une plainte. Elle peut répéter l'inverse à l'envi. Quand on prend le micro à plusieurs reprises pour traiter une police raciste, une police violente, de façon principielle, de façon systématique, mais je suis désolé, on ne soutient pas les forces de l'ordre. Et quand on refuse d'aller soutenir une manifestation où, honnêtement, on demandait aux élus d'aller apporter leur soutien aux forces de l'ordre après tous les événements qui se sont passés, eh bien, quand on refuse d'y participer, je note que nous ne faisons pas partie du même camp républicain, nous ne faisons pas partie ensemble du camp qui soutient la police et la gendarmerie. C'est mon cas, ce n'est pas leur cas. Autre sujet, Bernard-Henri Lévy constatait dimanche dernier ici sur Radio J, je le cite, que le seul antisémitisme possible aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Il ne disait pas le seul antisémitisme, mais le seul possible au sens où il semble justifié, notamment à gauche. Est-ce que BHL a raison? Il a malheureusement raison de dire que, au fil de ces dernières années, l'antisionisme est devenu un paravent de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Là-dessus, il a raison. Je ne voudrais pas que demain, nous ne puissions plus faire l'analyse d'une politique gouvernementale israélienne parce que nous serions systématiquement taxés d'antisémitisme, mais force est de constater que ces personnes-là qui se drapent derrière l'antisionisme pour avoir des propos profondément antisémites, empêchent justement d'avoir un débat clair là-dessus. Donc moi, aujourd'hui, ma position, elle est très simple. C'est que toute personne qui se déclare antisioniste, aujourd'hui, malheureusement, est bien souvent un antisémite en puissance derrière. BHL aussi considère qu'on est moins nombreux et moins ardents contre l'islamisme qu'on l'était contre le communisme et le nazisme. Et il dit l'islamisme, c'est pourtant la troisième étape. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que ça dépend de qui on parle. La majorité présidentielle fait de l'islamisme son ennemi de la République et le combattra tous les jours, par tous les moyens qui est en sa possession. Et si je reviens sur certaines formations politiques qui ne sont pas claires sur le sujet, pas sur la lutte contre l'islamisme, mais sur le fait parfois de tenir des propos ou de se rassembler avec des formations associatives qui ne sont pas dans les valeurs républicaines. Donc vous pensez qu'il y a la France Insoumise, d'autres partis? Par exemple, la France Insoumise est le premier, effectivement, à avoir fait preuve de compromission en ce sens-là. Et je note que ELV le fait également de plus en plus. Des compromissions, ça veut dire quoi? Et quels sont les exemples précis que vous avez en tête? Mais le financement de la mosquée à Strasbourg par la mairie ELV l'a encore démontré. Donc à l'organisation turque. Mais bien sûr. Et toutes ces... qui ne sont pas des polémiques, attention, ce sont malheureusement des faits qui démontrent que j'invite vraiment les responsables de gauche qui se disent républicains à se reprendre et à retrouver le chemin des valeurs de la République, parce que c'est un combat que nous devons mener ensemble. En tout cas, la majorité présidentielle n'a jamais fait preuve de la moindre compromission. Le vrai rempart contre les extrêmes, je le répète, le vrai seul rempart contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et pour lutter contre l'islamisme, c'est la majorité présidentielle. Alors Hubert Védrine, il était ce matin l'invité de l'émission Les Enfants de la République sur Radio J. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait ce constat. Vu ce qu'a été l'histoire du peuple juif, on peut comprendre que les Israéliens n'aient confiance dans personne sauf en l'armée israélienne. Alors c'est un constat, une phrase forte d'Hubert Védrine, qui n'a pas été connu pour un pro-israélisme virulent. Mais est-ce que ce constat, donc important, significatif d'Hubert Védrine, vous le reprenez à votre compte? Je laisse à Hubert Védrine ses propos, mais Hubert Védrine
n'a jamais non plus été contre, évidemment, Israël. La question est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir un processus de paix dans le conflit israélo-palestinien. Et moi, j'aimerais, là encore, entendre, mais Hubert Védrine est irréprochable sur ce point, tous les responsables politiques républicains français nommer les choses. Le Hamas est une organisation terroriste. Terroriste. J'aimerais que chacun puisse le dire en ce sens-là. Nous devons défendre la démocratie collectivement que représente l'État d'Israël et nous devons évidemment préserver au maximum la paix et engager maximum le processus de dialogue et de médiation nécessaire à cette paix, tout en soutenant évidemment les populations civiles palestiniennes qui sont également victimes dans ce conflit-là. Alors, on revient à un autre dialogue, le dialogue au niveau des élections régionales, face notamment à Valérie Pécresse, qui fait la course en tête dans les sondages. Comment vous pouvez exister face à elle, puisqu'elle est au-delà de 30% dans les sondages, 33-34%, et vous êtes à 15% dans les derniers sondages. Nous sommes en démocratie, monsieur Aziza. Heureusement que les sondages ne font ni le résultat, ni le droit de parole. Je note, par ailleurs, que mes propositions sont systématiquement reprises par Madame Pécresse. C'est-à-dire ? Je lis ce matin dans le JDD une interview de Madame Pécresse sur la jeunesse qui, évidemment, fait écho à celle que j'ai pu faire dans le même journal il y a 15 jours. La police régionale des transports, c'est moi qui l'ai amenée dans le débat. Elle dit, comme on l'a dit au début de l'émission, ça existe déjà. Mi-mars, elle l'a repris dans les mêmes termes. J'ai proposé le financement de véhicules propres dans notre région. Elle a repris cette proposition. Vous savez quoi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Moi, je ne suis pas jaloux. Il faut que, quand des propositions soient bonnes, d'autres candidats puissent les reprendre. Donc peut-être qu'à défaut de pouvoir présenter un bilan qui vraiment ferait que nous vivions aujourd'hui dans une région mieux qu'il y a 6 ans, eh bien parfois il faut reprendre les propositions des autres candidats. Je lui laisse cette possibilité-là. On va dire que mes propositions sont en logiciel libre, comme on dit. Alors il y a un dossier qui arrive, qui revient dans le débat politique. Ça a été lancé notamment par François Bayrou. C'est le problème de la famille. Est-ce que vous avez une proposition en direction des familles ? Moi, je crois que les familles en Île-de-France doivent être mieux accompagnées par rapport à leur pouvoir d'achat, et je pense notamment aux classes moyennes, et pardon pour la terminologie un peu techno, mais ce qu'on appelle les classes moyennes moins, c'est-à-dire les premiers déciles qui rentrent dans la classe moyenne. Aujourd'hui... Ça veut dire quel salaire ? Aujourd'hui, ce sont les salaires des jeunes fonctionnaires un peu au-dessus du salaire médian, autour de un peu moins de 2 000 euros, entre 1 600 et 2 000 euros par mois, mais rapidement au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une région où forcément le loyer, le foncier est plus cher, et il faut accompagner ces familles-là qui ont des enfants. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? Moi, je veux m'adresser aux familles qui vont reprendre une formation, aux familles qui vont passer des entretiens après cette crise pour changer leur parcours professionnel et qui vont avoir besoin d'aide financière, notamment pour la garde des sorties d'école pour leurs enfants. Aujourd'hui, c'est onéreux, même s'il y a des aides d'État, que de faire garder vos enfants par une nounou à la sortie d'école. Vous en savez quelque chose, moi aussi. Je veux que demain, la région puisse aider, parce qu'en Île-de-France, la vie est plus chère qu'ailleurs, ces familles-là. Je propose un chèque sortie d'école de 400 euros par an, qui permettra ponctuellement à des familles qui, selon certains critères sociaux, pourront demander de l'aide pour qu'il y ait quelqu'un, une nounou, régulièrement, qui puisse venir chercher leurs enfants à l'école. Ils le font déjà. Moi, je veux qu'on les aide financièrement. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Et ça coûterait combien à la région ? C'est une mesure de pouvoir d'achat pour les familles. C'est aussi et surtout une mesure d'émancipation personnelle. Combien de personnes, et combien de femmes surtout, se sont dit je ne peux pas faire cette formation en fin de journée, par exemple, aller passer une formation diplômante en anglais, parce que je dois aller chercher mon fils à la sortie d'école à 16h ou à 17h. Donc c'est un budget de quel montant par an pour la région Île-de-France ? C'est un budget important, c'est un budget de plus de 150 millions d'euros pour la région, mais je crois que le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et notamment des familles, et notamment de ceux qui ont des enfants à l'école et qui ne peuvent pas toujours, tous les jours, aller les chercher et qui ont besoin d'accompagnement là-dessus, sera le bienvenu. Alors par rapport aux autres candidats, on a l'impression que vos véritables adversaires, c'est plutôt Jordan Bardella du Rassemblement national, Audrey Pulvar, Julien Bayou, Clémentine Autain, que Valérie Pécresse. C'est le cas ou pas ? Mon adversaire politique, ce sera toujours le Rassemblement national. Je veux que ce soit très clair. Mon premier adversaire politique, c'est le Rassemblement national, et je suis le seul rempart qui ne peut pas être soupçonné de moindre compromission avec les extrêmes. Pourquoi Valérie Pécresse peut être soupçonnée de ça ? J'ai dit tout à l'heure que quand on faisait le trait d'union entre immigration et terrorisme, on faisait monter le Rassemblement national. Je ne franchirai jamais ces lignes jaunes républicaines. Moi, vous savez, je suis membre et chef de file, candidat de la majorité présidentielle.
celle d'Emmanuel Macron, celle du gouvernement. Je suis là pour présenter nos idées et uniquement nos idées. J'ai fait 154 propositions. Je suis le premier à avoir proposé la police régionale dans les transports. Je suis le premier à avoir proposé des vraies mesures d'écologie du quotidien et pas d'écologie de l'incantation pour pouvoir décarboner notre région. J'ai fait des mesures structurantes pour les jeunes, le revenu d'urgence, le capital jeune, plus d'orientation, un jeune, un mentor. Lisez mon programme. J'invite tous ceux qui nous écoutent à lire le programme. Il y a beaucoup de propositions qui sont extrêmement puissantes. On a parlé des familles et je veux que tout cela demain soit vraiment dans le quotidien des Franciliens. Quand ils iront aux urnes les 20 juin, ils se diront le changement, c'est vraiment avec Laurent Saint-Martin que cela va se passer. On n'est pas satisfait des bilans successifs de gauche ou de droite qui ont eu lieu pendant toutes ces dernières décennies. Valérie Pécresse a 17 ans de mandat régional derrière elle. Julien Bayou en a 11. M. Bardella a un mandat également. Moi, je veux proposer des nouvelles solutions, une nouvelle vision pour la région. On entend une petite musique à gauche et qui met sur le même plan, et là on parle de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec un certain nombre de leaders de gauche que vous avez cités, notamment Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou, qui refusent de faire ce choix entre les deux candidats, Macron et Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est irresponsable. C'est-à-dire? C'est irresponsable. Laissez penser, mais les Français ne sont pas dupes, qu'on pourrait mettre sur le même plan la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, qui défend les valeurs de laïcité, qui a protégé le pays comme personne ne l'a fait en Europe depuis plus d'1 an, qui a sauvé son économie, qui a sauvé les salaires, qui a permis avec le plan de relance de enfin pouvoir repenser l'avenir avec de l'emploi et de l'optimisme, de mettre ça sur le même plan que le parti du chaos, que le parti de la haine, qu'est le Rassemblement national. C'est évidemment une insulte pour la majorité présidentielle, mais c'est aussi une insulte pour la démocratie, parce que c'est essayer de brouiller des pistes de façon absolument insupportable et intolérante. Et c'est pour ça que je dis que je suis le seul rempart envers le Rassemblement national. Et attention, parce qu'il ne faudrait pas que d'autres personnes jouent cette musique-là aussi. Je note que Mme Pécresse, ce matin, dans le JDD, fait un rapprochement également entre M. Bardella et moi, en disant que voter LREM, c'est comme voter RN. Parce que, évidemment, elle craint pour sa réélection. Je pense qu'il y a certaines lignes démocratiques qu'il ne faut pas franchir. Alors justement, Anne Hidalgo, la semaine dernière, à votre place ici sur Radio J, elle appelait au Front républicain pour battre le Rassemblement national au second tour des régionales, et elle parlait aussi de la présidentielle. Vous y êtes favorable? Elle a raison. Elle a raison, et je la rejoins. Elle a raison, Anne Hidalgo a raison. Elle a raison. Le rassemblement autour de toutes les formations politiques qui peuvent faire barrage au Rassemblement national, à partir du moment où elles sont toutes républicaines, est toujours à privilégier. Le Front républicain existe, le Front républicain est nécessaire dans notre pays. Je crois que trop de personnes aujourd'hui perdent un peu les pédales par rapport à ce réflexe-là, qui doit rester, à mon avis, extrêmement important. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec Madame Hidalgo, et j'aimerais bien entendre Audrey Pulvar avoir les mêmes propos. Donc, Anne Hidalgo a raison, dites-vous. Est-ce que vous croyez donc à la vertu du Front républicain, je suppose, pour battre le Rassemblement national? Oui. Un Front républicain, la mise en place d'un Front républicain, ça débouche sur la défaite du Rassemblement national? Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Nous devons toujours, et en tout cas c'est ma priorité politique et celle de la majorité présidentielle, tout faire pour éviter qu'une région passe aux mains de l'extrême droite. Et quelle forme cela pourrait prendre en Île-de-France, ce Front républicain? Qu'est-ce qui se passe au second tour? Le Rassemblement national n'est pas aujourd'hui en capacité de diriger la région demain, donc la question ne se pose pas en ces termes-là. En revanche, tout faire pour ne pas faire le lit de M. Bardella et du Rassemblement national, qui, je le répète, n'est qu'un parti qui surfe sur la haine, n'est qu'un mouvement politique sans proposition, de chaos, tout ce que nous ne voulons pas pour notre pays, pour notre vivre ensemble. Je crois profondément important que nous ne fassions évidemment nous tenions pas de propos qui puissent lui donner l'opportunité de continuer à progresser, parce que ça reste un danger, et pour notre région et pour notre pays. Mais aujourd'hui, Jordan Bardella n'est pas en capacité à gagner la région. La question ne se pose pas dans les mêmes termes que dans notre région. Est-ce qu'il peut y avoir un accord entre vous et Valérie Pécresse pour le second tour? La question ne se pose pas. Je crois qu'à votre micro ici, Valérie Pécresse a exclu d'elle-même des alliances de premier et de second tour. Et vous faisiez pareil? Moi, j'ai mon projet, mon programme différent, et même si certaines propositions sont reprises par Madame Pécresse, j'ai ma liste, celle de la majorité présidentielle, et vous verrez que en juin, la surprise, ce sera Saint-Martin. Merci en tout cas, Laurent Saint-Martin, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, et à dimanche prochain. Merci.